100 citations d'Alexis de Tocqueville. Je remonte de siècle en siècle jusqu'à l'Antiquité la plus reculée. Je n'aperçois rien qui ressemble à ce qui est sous mes yeux. Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Les Français comptent toujours pour se sauver en un pouvoir qu'ils détestent, mais se sauver par eux-mêmes est la dernière chose à laquelle ils pensent. La liberté n'existe pas sans morale, ni la morale sans foi. Les peuples démocratiques ont un goût naturel pour l'égalité. Ils la veulent dans la liberté, et s'ils ne peuvent l'obtenir, ils la veulent encore dans l'esclavage. L'histoire est une galerie de tableaux où il y a peu d'originaux et beaucoup de copies. L'éducation, aussi bien que la charité, est devenue, chez la plupart des peuples de nos jours, une affaire nationale. L'État reçoit et souvent prend l'enfant des bras de sa mère pour le confier à ses agents. C'est lui qui se charge d'inspirer à chaque génération des sentiments et de lui fournir des idées. L'uniformité règne dans les études comme dans tout le reste. La diversité comme la liberté en disparaissent chaque jour. Il y a plus de lumière et de sagesse dans beaucoup d'hommes réunis que dans un seul. Le goût de la fonction publique et le désir de vivre de l'impôt est la grande et permanente infirmité de la France. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. La concentration des pouvoirs et la servitude individuelle croîtront donc chez les nations démocratiques non seulement en proportion de l'égalité, mais en raison de l'ignorance. L'esclave est un serviteur qui ne discute point et se soumet à tout sans murmure. Quelquefois, il assassine son maître, mais il ne lui résiste jamais. Il n'y a que Dieu qui puisse sans danger être tout-puissant. Qui cherche dans la liberté autre chose qu'elle-même est fait pour servir. Les despotes eux-mêmes ne nient pas que la liberté ne soit excellente. Seulement, ils ne la veulent que pour eux-mêmes, et ils soutiennent que tous les autres en sont indignes tout à fait. Les grands hommes se passionnent pour des petites choses, quand les grandes viennent à leur manquer. Dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau. Il ne faut pas mépriser l'homme si l'on veut obtenir des autres et de soi de grands efforts. En politique, ce qu'il y a souvent de plus difficile à apprécier et à comprendre, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Je regarde comme impie et détestable cette maxime qu'en matière de gouvernement, la majorité d'un peuple a le droit de tout faire. Qu'est-ce donc qu'une majorité prise collectivement, sinon un individu qui a des opinions et le plus souvent des intérêts contraires à un autre individu qu'on nomme la minorité. La démocratie étant la sphère de l'indépendance individuelle, le socialisme la resserre. La démocratie donne toute sa valeur possible à chaque homme. Le socialisme fait de chaque homme un agent, un instrument, un chiffre. La démocratie et le socialisme
ne se tiennent que par un mot, l'égalité. Mais remarquez la différence. La démocratie veut l'égalité dans la liberté et le socialisme veut l'égalité dans la gêne et dans la servitude. Cet État se veut si bienveillant envers ses citoyens qu'il entend se substituer à eux dans l'organisation de leur propre vie. Ira-t-il jusqu'à les empêcher de vivre pour mieux les protéger d'eux-mêmes ? Ce que le vulgaire appelle du temps perdu est bien souvent du temps gagné. Le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement est d'ordinaire celui où il commence à se réformer. Pourquoi la règle qui est applicable à un homme ne le serait-elle pas également à tous les autres ? En politique, la communauté des haines fait presque toujours le fond des amitiés. Si quelqu'un me montrait entre l'indépendance complète et l'asservissement entier de la pensée une position intermédiaire où je puisse espérer me tenir, je m'y établirais peut-être. Mais qui découvrira cette position intermédiaire ? Quelle triste chose que sur toute la terre, les gouvernements soient toujours précisément aussi coquins que les mœurs de leurs sujets peuvent leur permettre de l'être. Cette même égalité qui rend l'individu indépendant de chacun de ses concitoyens en particulier, le livre isolé et sans défense à l'action du plus grand nombre. Les hommes ne sauraient jouir de la liberté politique sans l'acheter par quelques sacrifices, et ils ne s'en emparent jamais qu'avec beaucoup d'efforts. La Providence n'a créé le genre humain ni entièrement indépendant, ni tout à fait esclave. Elle trace, il est vrai, autour de chaque homme, un cercle fatal dont il ne peut sortir. Mais dans ses vastes limites, l'homme est puissant et libre, ainsi des peuples. En matière de presse, il n'y a certainement pas de milieu entre la servitude et la licence. Pour recueillir les biens inestimables qu'assure la liberté de la presse, il faut savoir se soumettre aux maux inévitables qu'elle fait naître. Il y a de nos jours beaucoup de gens qui s'accommodent très aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus quand c'est au pouvoir national qu'ils la livrent. Cela ne me suffit point. La nature du maître m'importe bien moins que l'obéissance. Il n'y a, en général, que les conceptions simples qui s'emparent de l'esprit du peuple. Une idée fausse, mais claire et précise, aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie, mais complexe. Je ne connais pas de pays où l'amour de l'argent tienne une plus large place dans le cœur de l'homme, et où l'on professe un mépris plus profond pour la théorie de l'égalité permanente des biens qu'aux États-Unis. Mais la fortune y circule avec une incroyable rapidité, et l'expérience apprend qu'il est rare de voir 2 générations en recueillir les faveurs. Dans les temps d'aristocratie, chaque homme est toujours lié d'une manière très étroite à plusieurs de ses concitoyens, de telle sorte qu'on ne saurait attaquer celui-là, que les autres n'accourent à son aide. Dans les siècles d'égalité, chaque individu est naturellement isolé. Il n'a point d'amis héréditaires dont il puisse exiger le concours, point de classe dont les sympathies lui soient assurées. On le met aisément à part et on le foule impunément aux pieds.
De nos jours, un citoyen qu'on opprime n'a donc qu'un moyen de se défendre, c'est de s'adresser à la nation tout entière, et si elle lui est sourde, au genre humain. Il n'y a qu'un moyen de le faire, c'est la presse. La première, et en quelque sorte la seule condition nécessaire pour arriver à centraliser la puissance publique dans une société démocratique, est d'aimer l'égalité ou de le faire croire. Ainsi, la science du despotisme, si compliquée jadis, se simplifie. Elle se réduit, pour ainsi dire, à un principe unique. À mesure que les citoyens deviennent plus égaux et plus semblables, le penchant de chacun à croire aveuglément un certain homme ou une certaine classe diminue. La disposition à en croire la masse augmente, et c'est de plus en plus l'opinion qui mène le monde. L'égalité produit en effet deux tendances. L'une mène directement les hommes à l'indépendance et peut les pousser tout à coup jusqu'à l'anarchie. L'autre les conduit par un chemin plus long, plus secret mais plus sûr, vers la servitude. La plupart estiment que le gouvernement agit mal, mais tous pensent que le gouvernement doit sans cesse agir et mettre à tout la main. En Amérique, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Au-dedans de ses limites, l'écrivain est libre. Mais malheur à lui s'il ose en sortir. Des chaînes et des bourreaux, ce sont là des instruments grossiers qu'employait jadis la tyrannie. Mais de nos jours, la civilisation a perfectionné jusqu'au despotisme lui-même, qui semblait pourtant n'avoir plus rien à apprendre. Les princes avaient, pour ainsi dire, matérialisé la violence. Les républiques démocratiques de nos jours l'ont rendue tout aussi intellectuelle que la volonté humaine qu'elle veut contraindre. Sous le gouvernement absolu d'un seul, le despotisme, pour arriver à l'âme, frappait grossièrement le corps, et l'âme, échappant à ses coups, s'élevait glorieuse au-dessus de lui. Mais dans les républiques démocratiques, ce n'est point ainsi que procède la tyrannie. Elle laisse le corps et va droit à l'âme. Ainsi, ce n'est pas toujours la même classe de citoyens qui s'applique à accroître les prérogatives du pouvoir. Mais tant que dure la révolution démocratique, il se rencontre toujours dans la nation une classe puissante par le nombre, par la richesse, que des passions spéciales et des intérêts particuliers portent à centraliser l'administration publique, indépendamment de la haine pour le gouvernement du voisin, qui est un sentiment général et permanent chez les peuples démocratiques. L'on oublie que c'est surtout dans le détail qu'il est dangereux d'asservir les hommes. Je serais pour ma part porté à croire la liberté moins nécessaire dans les grandes choses que dans les moindres, si je pensais qu'on pût jamais être assuré de l'une sans posséder l'autre. Jadis, le souverain vivait du revenu de ses terres et du produit des taxes. Il n'en est plus de même aujourd'hui que ses besoins ont cru avec sa puissance. Dans les mêmes circonstances où jadis un prince établissait un nouvel impôt, on a recours aujourd'hui à un emprunt. Peu à peu, l'État devient ainsi le débiteur de la plupart des riches. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.